Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après. J'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Ça fait un choc. Et là, de coup, Mythique est devenu ma seule planche de salut. J'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Je suis avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythique et Sensi. Il a 3 casquettes, entrepreneur, business angel, producteur dans le cinéma. J'ai vraiment adoré cet échange avec lui. Peu d'entrepreneurs osent parler à ce point de leurs échecs et ça fait du bien. Bienvenue dans la tête d'un des plus gros entrepreneurs français. Comment t'as eu l'idée de Mythique ? Oh ben c'est simple, j'avais 4 copains, enfin 3 copains plus moi, ça faisait 4, qui étaient mes 3 copains, 3 témoins de mariage. Et puis quelques années plus tard, les 3 ont eu des difficultés conjugales, et ils m'appelaient, et moi j'étais toujours marié, et ils m'appelaient pour me raconter leurs histoires, et ils divorçaient, ils allaient divorcer, ils ne savaient pas s'ils devaient divorcer, enfin je passais des heures au téléphone pour parler de ça. Et les 3 me disaient, je trouve personne, parce que je suis trop vieux pour aller en boîte, au bureau ça se fait pas, en vacances personne n'invite un mec tout seul. Et donc je suis allé me coucher après avoir dîné avec les 3 et j'ai dit mais merde, moi je connais très peu de gens, je connaissais vraiment pas grand monde et il y avait 3 personnes qui trouvaient pas. Donc je me suis dit, il y a bien avoir 3 filles s'il y a 3 garçons. Et donc la nuit j'ai cogité et j'ai dit je vais peut-être faire un site où mes 3 copains, il y aura 3 filles et 3 ans plus tard on était 12 millions. Et donc il y avait bien un besoin. Et donc à la base, tu crées un site qui s'appelle Mythique direct Ouais, à la base, j'avais vendu ma première start-up, j'avais vraiment plus rien à faire, je pensais que j'étais riche à l'époque, parce que j'avais pas encore tout perdu, donc je me disais, bon, je voulais ça pour m'occuper, j'avais dit à ma femme, écoute, franchement, je sais plus quoi faire le matin, donc je vais monter un petit truc, ça va m'occuper, je vais trouver un nom sympa, et puis voilà, et puis après, c'est parti très vite. Donc d'ailleurs, donc tu crées ça sur un site d'annonce, tu crées un site d'annonce où en gros, tu mets les profils de tes potes. Ouais, alors bon, j'ai fait un peu plus qu'un site d'annonce parce que quand j'ai commencé à réfléchir au concept, je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas de truc qui existe, quoi. Si moi j'étais célibataire, j'irais où? Et je voyais pas où je pouvais aller. Et puis je me suis dit, si une jolie fille de 35 ans qui bosse dans la pub, elle est seule, elle irait où? Donc je me suis dit, elle va pas aller sur des trucs, il y a des trucs minables, grave-le, moche, enfin bon. Donc j'ai dit, c'est payant dès le début? Ouais, j'ai dit, il faut faire une boîte de nuit très chère. Parce que si moi j'étais une fille ou un mec, je préfère aller dans une boîte de nuit chère où on me laisse rentrer que la boîte de nuit gratuite où il y a tout le monde. C'est idiot, mais c'est contre-intuitif. Pourtant, c'est la réalité. Donc j'ai dit, voilà, il faut que le truc soit cher, il faut que ce soit très sécurisé. Moi, si je suis une jeune fille, il ne faut pas qu'on m'emmerde dans une boîte de nuit, donc c'est surveillé. Et donc j'ai conçu tout le truc en me glissant dans la peau d'une femme, en disant pourquoi une fille de 35 ans, jolie ou pas, ou Dieu sait quoi, irait sur Internet. Et en me mettant dans la peau de cette fille, j'ai enlevé tous les irritants qui l'empêchaient de le faire. Et ça a donné Mythique. Et est-ce qu'à l'époque on te dit, non mais on a l'air d'un peu de l'internet gratuit, est-ce qu'on te dit mais on peut pas faire un truc payant comme ça? Mais tout le monde me dit ça, tout le monde me dit mais t'es malade, tout est gratuit, qu'est-ce que tu vas faire ça coûte une fortune à l'époque, on vendait les abonnements, je crois que c'était 29 € par mois, enfin je dis ouais mais plus les gens paient cher, plus ils ont l'impression d'être dans un endroit luxueux, privé, et finalement ça valorise eux-mêmes, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et tu parles juste avant. Donc avant, tu avais une start-up que tu as vendue. Alors du coup, je me confonds entre les euros et les francs. Je sais plus si c'était en. Non, moi aussi, je me suis confondu longtemps. Non, je l'ai vendu à Vivendi à l'époque. Donc c'était 160 millions, 180 millions d'euros. 180 millions d'euros que tu arrives à vendre à ce prix-là. Et juste après, comment ça se passe pour toi d'avoir vendu l'entreprise à ce prix-là en fait? Déjà, tu sais, d'abord, j'avais pas toute la boîte, j'en avais qu'un quart. Deuxièmement, avec l'argent que tu touches, tu paies les impôts, avec le cash. Donc le cash est reparti dans les impôts. Et ce qui m'est resté, c'est des actions Vivendi, qui valaient 70 ou 80 € à l'époque. Donc moi, j'étais à la tête d'une fortune en papier Vivendi, c'était ça ma vie. Ça, c'est l'aspect financier. L'aspect perso, c'est quand même, je me suis tapé une petite dépression parce que j'avais beaucoup bossé depuis 1989. J'avais cette start-up, tu imagines, ça faisait 11 ans que je m'en occupais. Quand tu dis beaucoup bossé, pour quelle durée? 18 heures par jour. Je faisais que ça. Je n'avais pas de week-end, je n'ai pas pris de vacances pendant 10 ans, je prenais un week-end de temps en temps. Non, j'ai vraiment beaucoup bossé. Donc j'avais ce rythme-là. Du jour où j'ai vendu, c'est un peu comme si le matin, tu n'avais plus rien à faire quand tu te lèves. Donc ça a été dur à gérer. Et donc j'ai simultanément perdu mon job et après perdu mon argent, puisque les actions Vivendi qui valaient qu'à 70 €, elles valaient plus que 8, quoi. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc quand vous pensez que vous avez 10 000 € sur votre compte et qu'un matin on vous dit que vous avez 10 000 € de dette, ça fait un choc. Et là, de coup,
Mythique est devenu ma seule planche de salut. Je n'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. Puisque si je n'avais pas tout perdu, j'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique. Donc finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie. Ça peut paraître fou de dire comment ça peut être une belle chose de perdre, d'avoir 30 millions de dettes. D'abord parce que ça te donne une énergie de dingue, c'est que tu n'as pas le choix. Franchement, faire quelque chose, et de n'importe quoi que tu fasses dans ta vie, en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire. Plutôt que d'avoir déjà tout et puis d'essayer d'avoir un peu plus. Quand on n'a vraiment plus rien et qu'on doit se sortir du truc, c'est une énergie folle. Donc ça, c'est une chance. Et puis, tu peux adapter ça à n'importe quoi dans la vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être une histoire d'amour, où tu as une histoire d'amour qui s'arrête et tu dis, ça y est, tout est foutu. Sauf que c'est le début d'une autre. Et peut-être que l'autre est mieux que celle d'avant. Donc bon, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Alors, il vaut mieux voir le début de chaque nouvelle aventure. Donc quand quelque chose s'arrête, quand tu perds, tu regardes ce qu'il va y avoir après. Et du coup, toi, avant de le vivre, est-ce que tu avais peur, par exemple, de faire faillite ou peur de pas assez d'argent? Est-ce que c'est une peur que tu avais? Bah ouais, moi, j'avais rien. Déjà, le peu que je gagnais, c'était compliqué. Mais alors, j'imaginais que si j'avais même plus ça, c'était chaud. Non, non, moi, j'ai vécu des années de galère. J'étais obligé de vendre ma bagnole pour payer mes salariés. J'habitais dans mes bureaux, je dormais par terre dans les combles. Ah non, 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 non. Non, à l'époque, tu avais peur que ça t'arrive, ce truc-là? C'est-à-dire, je me souviens que pendant des années, j'étais content quand je voyais ma vie à un mois. Quand je savais que je pouvais payer mon loyer à la fin du mois, j'étais content. Je me rappelle me dire, ouah, putain, ce mois-ci, c'est génial. T'avais quelle société, ça? Ma première, ma première, elle était encore plus vieille, je l'avais créée en 85. Je développais du soft sous Unix. J'avais des clients de temps en temps qui payaient. Et là, je me souviens que alors je l'ai créé en 85, j'ai déposé le bilan en 89. Donc pendant 4 ans, avec un an d'armée au milieu, parce que j'ai été appelé sous les drapeaux, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse l'armée. Donc 3 ans, j'étais content quand je payais mon loyer. Je sais que je me disais, waouh, ma vie est super parce que je sais que je paye mon loyer le 30. Donc oui, les mois où je ne pouvais pas payer le loyer, j'étais en stress. Donc ça fait des années de stress quand même. Et du coup, avoir vécu ça, est-ce que ça t'a libéré un peu de la peur de tout perdre? C'est-à-dire moi j'ai tout vécu. Enfin j'ai vécu la galère, bon ça évidemment je ne suis pas le seul et de loin. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vendu e-France qui valait rien. Une fortune. C'est e-France. E-France c'était des sites, les blogs, c'est comme si tu disais aujourd'hui des blogs. Les gens ils venaient, mettaient des sites perso sur Le Point de Croix, Jean Ferrat ou La Boxe Taille. Ils mettaient des pages, les gens venaient visiter les sites. Puis moi je mettais des bannières de pub pour rembourser l'hébergement. Franchement, c'était pas compliqué, mais c'était énorme en termes de trafic. Et ça, je l'ai vendu une fortune. Et tu peux raconter, ce que j'adore, 2-3 anecdotes que j'ai entendues de toi, où on te propose différentes sommes, tu as des grands patrons qui t'appellent, tu peux raconter on a été approché pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue, j'avais rien depuis toujours, et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs, enfin tu vois, c'était un truc... Et donc je me dis, c'est génial, bien sûr que je vends, moi, 25 millions de francs, c'est un truc dingue, quoi. Et donc on vend, enfin on signe, et puis les acheteurs qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui étaient des Suédois très sympas, nous disent on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc je vais avec mon associé à la fête, et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant vous oubliez pas, demain vous venez signer. Je dis oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3 h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais attends, mais un mec qui te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien, si en plus il t'appelle 4 fois. Et quand tu dis il vaut rien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais e-France, ça valait rien. Ça faisait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois. C'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque. Mais objectivement. Dans ta tête, tu te disais, ça vaut pas 100 millions. Non, ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque. Donc moi, j'ai fait comme tout le monde. Et donc, j'ai appelé mon associé, j'ai dit, dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec, il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on n'a pas. Il faut, voilà, bon. Et à un moment, il faut prendre des risques. Et d'ailleurs, tu parles de ton obsession pour le timing. Donc là, à 2 mois près, ça fait une petite différence. Ouais. Et surtout que quand j'ai vendu à 200 millions d'euros, 15 jours après, c'est la bulle qui a éclaté. Parce que j'ai vendu en mars 2000, tu regarderas, la bourse s'est écroulée 10 ou 12 jours après. Donc j'ai vendu exactement dans la dernière semaine où e-France valait ça. 15 jours après, ça valait 2 millions. C'est fou. Tu peux raconter dans cette même idée du timing, le moment où tu as rendez-vous à Londres. Oh là là. Et
j'avais compris qu'il fallait que je vende Mythique très vite pour rembourser mes dettes. Même si je pensais que Mythique allait devenir énorme, je ne pouvais pas attendre que ce soit énorme. Et si quelqu'un me faisait une offre qui payait mes dettes, j'aurais déjà été content. T'avais combien de dettes à ce moment-là encore? Je devais avoir 20 millions d'euros de dettes, un truc comme ça, ou 15 millions, enfin 17, je sais plus, enfin beaucoup. Donc ça de dette avec du coup un salaire qui... Avec un salaire de rien. Donc il fallait que je travaille 1000 ans pour rembourser mes dettes. Et j'avais pas de capital, j'avais rien. Donc le premier mec qui remboursait mes dettes, j'étais au paradis. Donc il y a quand même un grand groupe américain qui m'approche et qui me dit voilà, on veut regarder Mythique, on en entend beaucoup parler. Et Yahoo! Parce que le patron de Yahoo était venu en France, il avait visité tous les grands médias. À l'époque, Yahoo, c'était un truc de dingue. Et à chaque fois qu'il était à l'accueil, chez TF1, chez M6, chez Orange, il y avait des jolies filles derrière l'accueil avec des écrans qui étaient sur un site. Et le mec dit, mais c'est bizarre, ça fait 4 fois que je vois des gonzesses sur ce site-là. Et le mec dit, ouais, c'est Mythique. Donc il s'est dit, c'est quoi ça? Et donc il était allé voir Mythique, il avait dit, c'est génial. Et donc le patron américain me dit, il faut que je vous voie. Et là, ils me disent, on veut vous acheter. Et l'autre groupe américain, qui est Match, me dit, on peut vous acheter. Et je me dis, c'est génial, j'ai 2 acheteurs. Mais ils étaient tous les deux en Angleterre. Et donc je dis, je prends un Eurostar et je vais négocier la vente de Mythique en Angleterre. Et je donne rendez-vous à IAC, puis à Yahoo. Avec une heure de décalage dans le même resto. Je me dis, je fais une heure avec un, après l'autre arrive. Et je m'installe au restaurant, je suis avec Yahoo. Et là, qui je vois arriver? Le mec de Match. J'avais merdé dans l'heure de plus, l'heure de moins entre les 2 rendez-vous. Et j'avais donné rendez-vous à la même heure aux 2 acheteurs. Et quand tu vois ça, tu le vis comment? Je me suis dit, c'est pas mal parce que finalement les 2 savent que je discute avec les 2. J'aurais dû le faire exprès, c'était encore plus brillant, mais je pourrais raconter ça, hein, je pourrais dire j'ai été génial, j'ai fait ça. Non, en fait, c'est une erreur. Et donc du coup, la personne te propose 40 millions, c'est ça? Alors il m'a écrit un chiffre sur un post-it pour la valeur de Mythique. Et donc il a mis 40 sur un post-it, il m'a tendu le post-it. Moi j'avais le post-it à 40, je crois que je ne payais pas mes dettes. Parce que ça devait être en dollars, enfin bon, et oui, il me restait rien, enfin, je sais rien. Et j'ai repris le post-it, et j'ai barré 40, j'ai mis 60. Et là, j'ai retendu le post-it, et là, j'ai dit, oh mec, t'es un abruti ou quoi? Parce que 40, c'était génial pour moi. Et il a déchiré le post-it. Et là, j'ai dit, merde. Sauf que le même mec, il a fini par acheter ça 500, 10 ans plus tard. Alors du coup, quand tu parles du timing, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Ça ramène à une question plus fondamentale qui est l'intuition. Le timing, rationnellement, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est que tu as l'intuition qu'il faut faire un truc maintenant ou tu as l'intuition qu'il ne faut pas le faire maintenant. C'est l'intuition. L'intuition, c'est une somme de plein de choses, et notamment de chance. Et toi, tu la ressens comment? Parce qu'il y a différentes formes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens physique? C'est plus... Je l'écoute. J'ai appris à l'écouter parce que ton rationnel, il lutte contre ton intuition en permanence. Ton premier cerveau, il dit faut faire ça. C'est que tu as un truc qui te dit bien sûr que non, mais il faut écouter tes sensations. Ça ne dit pas forcément toujours les mêmes choses. Et c'est ce que tu observes vu que tu as un fonds pour les startups. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de startups qui peut-être n'arrivent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont trop dans leur tête à pas écouter assez d'intuition? Ouais, mais d'abord, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Quand tu vois des gamins qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, et que tu leur commences à leur expliquer, attends mon gars, je t'explique un truc, déjà, il faut que tu écoutes ton intuition. C'est quoi l'intuition? Il faut que tu enlèves ton rationnel, il est où? Il faut que tu t'assoies un peu sur ton ego, que le mec à peine il a de l'ego, on l'a déjà lui dit qu'il faut s'asseoir dessus. Il faut une maturité, tu peux pas naître avec ça. Il faut des années, d'échecs, pour te dire, putain, finalement, pourquoi j'ai échoué autant de fois? Alors cette fois c'était l'ego, l'autre fois c'est j'ai pas écouté mon intuition, l'autre fois j'ai été trop vite. Et quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu dis, avec ça, je vais fabriquer une intuition. Ça, tu l'as pas à 25 ans. Alors, il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent à 25 ans. Il y a des génies partout, il y a des mecs qui ont du bol partout, mais l'immense majorité des gens, il a fallu qu'ils prennent beaucoup de portes dans la figure pour construire une intuition. Pourquoi moi j'ai refusé un chèque de 100 millions? Parce que je savais ce qu'était 1 million. Parce que toute ma vie, j'avais essayé de gagner 1 million de chiffre d'affaires, je parle, tu vois. Donc je savais la valeur de l'argent. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre des portes, il faut échouer, et tout ça, ça construit une expérience. D'ailleurs, en parlant de prendre des portes, alors pareil, pour prendre une phrase que tu as dit, tout le monde peut y arriver, ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre dans la figure. Exactement. Alors j'aimerais que tu expliques ça et ce que ça veut dire pour toi en fait. Parce que tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre dans la figure. Si tu te fixes un objectif et que tu échoues, tu as 2 réactions. Tu en as 3. Soit tu dis j'arrête, je ne suis pas capable. Soit tu dis c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse. Soit tu dis que je ne sois pas capable ou que ce ne soit pas ma faute, je recommence. En gros, tu as 3 réactions. Le vrai entrepreneur, c'est celui qui va échouer, et échouer, et échouer, et échouer, et qui va se prendre une baffe à chaque fois, mais qui à chaque fois va recommencer.
Donc c'est la résilience. La clé de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. En général, la résilience, elle est conçue sur une douleur. Et une douleur, ça crée une urgence de revanche. Si tu as souffert beaucoup dans ta jeunesse, par exemple, tu as une revanche à prendre. Cette revanche, elle te donne une force de dingue. Et cette force de dingue, elle te donne la force de prendre des claques. Si tu n'as pas ce moteur au fond, alors ça peut être l'ego, ça peut être, il y en a plein des forces enfouies. Mais si tu n'as pas cette force enfouie qui te donne le courage et l'énergie de prendre des claques dans la tronche, je pense que tu arrêtes. Et du coup, ton moteur, il vient d'où, toi? Il vient d'histoires personnelles pas forcément super et qui m'ont donné beaucoup, soit de résistance à la douleur. C'est des choses dont tu peux parler ou pas? Non, pas vraiment. Ok. Non. Donc, mais il y en a toujours un. Voilà. Dans les gens qui ont réussi, tu verras, si tu grattes, il y a toujours un truc qui... il y a eu des événements dans ton passé, en tout cas, qui ont été difficiles pour toi à vivre et qui ont créé un peu Exactement. Donc ce après, feu. ça peut faire de l'ego, ça peut faire de la colère, ça peut faire de la revanche, ça peut faire de l'énergie, ça peut faire... Il y a des tas de sentiments qui peuvent naître de ça. Qu'importe le sentiment, il y a un moteur qui tourne dans le bide qui fait que tu vas de l'avant. Si tu n'as pas ça, tu as intérêt à être un putain de bon entrepreneur et réussir du premier coup. Et du Moi, coup, tous ceux que je connais, tu vois, qui ont vraiment réussi, ils ont ce truc. ils ont quand même un truc à taper fort, quoi. Mais du coup, c'est en soi une bonne nouvelle. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile, C'est un super moteur. ça peut l'utiliser. Parce que soit il l'utilise pour se détruire en disant « Oh là là, j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça, ça, et là il s'écroule avec ça. » Soit au contraire, il se sert de ça pour se reconstruire. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que où il dit que c'est la fin d'un truc, où il dit que c'est le début du suivant. Et si tu te sers de ta douleur, c'est peut-être un mot fort, mais de cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue. Mais il faut avoir la sagesse de le comprendre et de le faire. Einstein, il dit une phrase que je pense que tu peux aimer. Il dit que dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent que tout est un miracle, ceux qui pensent que rien n'est un miracle. Et en fait, les deux ont raison en soi. Par contre, ce qui se passe, c'est que celui qui pense que ce qui lui arrive, c'est une forme de miracle pour lui, il n'a pas la même vie derrière. Non, exactement. Ou alors, je crois que Churchill disait, le succès, c'est voler d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est exactement la définition de ce que j'appelle la résilience. Bah, tu continues. Et puis, après ça... Et dans les startups que tu rencontres, est-ce que tu essayes de leur transmettre ce truc-là, de continuer Parce que j'imagine tu vois des startups qui ont tout donné pendant 5 ans et ça ne marche pas. Non, bah souvent je les vois au début, donc ils sont à la phase où c'est tout fou, c'est génial, c'est une bande de potes, ils ont envie de créer ce truc-là, ça marche, ils ont de l'argent, ils ne sont pas encore dans la notion d'échec. Puisqu'ils viennent de démarrer en général. Moi, je finance les boîtes très jeunes. Quand tu les revois 2 ans après, qu'ils disent « Ah putain, on voulait faire ça, mais ça n'a pas marché du tout, oh là là, c'est pas de ma faute ». Bon, et puis tu as ceux qui disent ça n'a pas marché, mais du coup on a une autre idée, alors on va faire ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que moi je ne vois pas trop les dossiers, je ne passe pas ma vie dans les business plans, je n'ai pas le temps, j'essaye de juger les bonhommes. Donc je vois s'ils ont de l'ego, s'ils ont de la colère, s'ils savent réagir quand ça ne va pas, etc. Et tu cherches cet élément de douleur qu'il y a dans leur passé? Non, mais j'essaie de voir ce qu'ils ont dans les yeux, pourquoi ils font ça, s'ils ont, tu vois, s'ils ont une cause, une quête. Moi, si je vois un gamin qui me dit je monte une boîte et mon but c'est faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt mais qui coûte moins cher que l'autre, je lui dis tu sais quoi, ton karma c'est de faire du pognon, mais moi c'est pas le karma de te prêter le mien. Il faut qu'ils aient un truc quand même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore. Enfin, voilà. Donc déjà, pour voir ça, si j'ai ça dans leurs yeux. Et puis tu as 2 types de gens. Tu as les gens qui te disent et les gens qui disent mais. Tu as un mec, tu vas lui dire voilà, on va faire c'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et ouais, on va faire ça. Alors, tu as 2 cas. Tu as le mec qui dit ah ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher. Mais si on met ça, on va le voler. Mais si on met ça, ça, c'est les mais. Et puis, tu as le mec, tu lui racontes la même phrase. Il dit ah ouais, mais on va mettre ça, et il va pouvoir faire ça, et on va rajouter ça. Tu en as 2. Alors, ceux qui font des et, c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des mais, c'est les gestionnaires. Oui, mais ça coûtait cher, mais ça va pas se vendre, mais ça va être... Donc ça peut être un super directeur. Mais ça peut être un super DG, mais le mec, il ne faut pas qu'il lance une boîte. Parce que si tu lances des boîtes avec des mais, tu es sûr que ça n'arrivera jamais. Par contre, si tu laisses gérer une boîte avec un et, lui, tu es sûr qu'il va la mettre dans le mur, parce que chaque matin, il a une nouvelle idée. Ça, j'essaye de détecter, les mais ou les... Si c'est un mais qui monte une boîte, ça va pas. Et tu leur dis d'ailleurs? Non. Mais non, parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a une caractéristique d'un entrepreneur, c'est qu'il a un énorme ego. Le mec, il est dans mon bureau, il a 23 ans, il t'explique qu'il a trouvé un truc de dingue. Si tu lui dis que ça n'a pas marché, il te dit, mais c'est toi qui n'as rien compris, papy d'ailleurs, il peut dire. Il a raison. Donc ils n'écoutent pas. Donc c'est pas peine de leur dire.
top. Et une fois que tu as investi, par exemple, est-ce que tu observes que des fois l'hyper-excitation de l'entrepreneur, jeune entrepreneur, ça lui fait faire des conneries qu'il ferait peut-être pas s'il était un peu plus centré? Ouais, alors j'essaye après, dans les boîtes où on est vraiment impliqué, où je les connais bien, où j'aime bien le gars, j'aime bien le projet, où on se parle, de lui parler. Mais moi, j'ai plein de fois où j'ai des entrepreneurs à qui il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'ils passent la main à un DG meilleur qu'eux. Je sais pas si tu vois le chemin que c'est. Le mec, il a eu son idée, il a démarré, il a levé des fonds, son truc, c'est son bébé, il est parti comme une fusée. Puis 2, 3, 4 ans après, tu lui dis, tu sais quoi, tu devrais t'occuper de parler dans les journaux et laisser gérer la boîte à un mec qui sait compter. Et là c'est l'affût. Moi, le premier, bon, ça a été compliqué de passer la main sur Mythic, mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant je comprends plus rien à ce qui se passe, donc tu mets un mec, ça gère, et moi je faisais le guignol dans les journaux. Mais c'est dur d'expliquer ça. Et comment on trouve un DG? Parce que j'imagine que c'est pas évident. Comment tu le C'est choisis? super dur. Bah, c'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. C'est des couples, c'est des histoires de rencontres. Moi, mon DG mythique, Philippe Chénieux, c'est une rencontre de dingue. Il était dans e-France, il est devenu mon DG. Après, j'ai fait Mythique, il est devenu mon DG. Après, on a fait Made.com, il est devenu DG de Made.com. Je veux dire, c'est des couples. Un entrepreneur, un DG, c'est les plus beaux couples du monde, enfin, dans le business. Donc, quand on en a un, il faut le garder. Mais du coup, comment, là, imaginons que quelqu'un nous écoute et il cherche un DG, comment tu t'y prendrais? Bah, déjà, il faut que le DG soit meilleur que le mec. Et que l'entrepreneur accepte que le numéro 2 soit meilleur que lui. Parce qu'à un moment donné, le numéro 2, c'est lui qui va gérer. Donc, il faut qu'il ait peut-être... On ne demande pas à un DG d'avoir plein d'idées. On demande de savoir gérer une boîte. Donc, les chiffres? Les chiffres, l'organisation, les équipes, les plannings, les machins, tout ce qu'on appelle la sûre, enfin ce qui fait avancer le bateau. L'entrepreneur, il dit, vous savez quoi les gars, on va faire un bateau, on va le faire comme ça, il va aller là-bas à telle vitesse, c'est tout. Et derrière, les mecs, ils font la coque, le machin, le truc, les moteurs. Pendant ce lot, il est encore en train de se dire, mais finalement, le bateau, s'il partait vers le haut, ça serait un avion, alors attention, on lui fout des ailes. Pendant que les autres sont en train de construire le bateau derrière. Et si tu dis à l'entrepreneur d'aller construire le bateau, il coule dans le port, il démarre pas. Donc c'est des couples compliqués. Et à quel moment c'est le moment d'avoir un DG? Moi je dirais que c'est mieux de l'avoir dès le début parce que c'est bien d'avoir construit une histoire à deux dès le départ. Hein, mais il y a un moment. Donc c'est un DG qui va être salarié, qui va avoir des parts. Ouais. Souvent c'est ça. Hein, c'est un gars qui a une idée, qui s'associe avec un CTO, qui est ingénieur, qui maîtrise bien la techno, mais qui est aussi structuré. Donc... un vrai DG, tu en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr. Mais c'est inévitable, quand ça devient très gros, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui prenne la barre. Et moi, je disais toujours, il y a un stade auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. La secrétaire qui répond au téléphone, la standardiste, le machin, elle est meilleure que toi toi, tu ne saurais pas faire ce qu'elle fait. Donc ton DG, tu ne sais pas faire ce qu'il fait. Il faut accepter que les gens soient... Parce que souvent, l'ego fait qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement, qui choisissent des gens qui sont en dessous. Prennent que des mecs moins bons pour rester le meilleur. Et comment on trouve, entre guillemets, des génies dans un domaine? Imaginons on a une start-up qui nous écoute. Comment on fait pour trouver... les Américains ils parlent de A-player. Moi j'en sais rien, ce que je te dis juste c'est qu'un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement ma seule qualité, je parle de moi parce que on est là, mais je pourrais parler de n'importe qui, mais c'est quoi ma qualité moi? C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, qui va venir bosser avec moi? Personne. Donc la première qualité de l'entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. C'est ça la qualité de l'entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, si humainement il donne envie ou pas, voilà, qui a envie d'aller bosser avec une tête de con qui traite mal? Enfin, toi, personne. Donc un entrepreneur, il faut déjà qu'il prenne ça en compte. Donc après, ça vient tout seul. Maintenant, si tu es un mauvais entrepreneur, que tu es une tête de con, que tu traites mal les gens et que tu me demandes ta question, est-ce que je vais trouver un DG? Je veux dire, je sais pas l'emploi, quoi. Il y a une question qu'apparemment tu n'as jamais posée, c'est est-ce que tu es heureux? Non, on ne me l'a jamais posé celle-là. En fait, on ne la pose jamais en entrepreneur parce que la réussite d'un entrepreneur, c'est le pognon. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Si ta boîte elle est en bourse, elle va valoir cher si tu gagnes et pas cher si tu ne gagnes pas. Mais par exemple, si je reprends mon exemple de pesticide, si je fais un pesticide qui défonce tout, qui coûte pas cher, ma boîte vaut cher. Si le pesticide il défonce rien, mais qui coûte plus cher, et donc il se vend moins, ma boîte va valoir moins cher. Mais j'ai créé plus de bonheur que d'argent. Donc le bonheur intérieur qu'on crée, c'est pas une valeur qui est prise en compte par la société aujourd'hui, en tout cas par le business. C'est pareil humainement. Un entrepreneur, on lui demande jamais comment il va ou s'il est heureux. On lui dit ça marche. J'étais heureux, on verra plus tard. Bon. Alors la réponse est que oui, je suis très heureux. Maintenant, ça a été long parce que je suis assez âgé pour avoir compris ma définition du bonheur, et chacun a la sienne, mais je suis heureux parce que je fais plein de choses.
et je fais que des choses qui me plaisent. Déjà, je finance des boîtes qui pour moi ont du sens. Après, je dirige des boîtes. Parce que être uniquement investisseur, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué. Donc ça me manquait de ne pas diriger de boîte. Alors je les dirige inégalement, hein, c'est compliqué, j'en ai plus raté dans ma vie que réussi, mais je dirige deux boîtes qui m'intéressent énormément, Sensi, mes lunettes, j'adore essayer de faire tomber le monopole des lunettes en France, et je développe un vélo de dingue pour qu'il n'y ait plus de voitures dans les villes. Bon, ça me passionne, donc là je suis entrepreneur. Donc une vie de financier, une vie d'entrepreneur. Ensuite j'ai un troisième métier, parce que tout ça c'est bien beau, mais ça n'est que du business. Donc je fais du cinéma. Tu fais quoi dans le cinéma? J'ai deux boîtes de production de cinéma, une qui fait des films d'auteur, donc des films plutôt jolis, plutôt avec beaucoup de fonds, mais qui font en général plutôt pas beaucoup d'entrées, mais qui sont importants pour moi. Et tu arrives à rentabiliser, du coup, comment c'est bon, quoi? Le but c'est de récupérer ce que j'ai mis et quand je gagne, de pouvoir financer ceux où j'ai perdu. Voilà. Mais c'est des films qui par définition ne peuvent pas, sauf miracle. Par exemple, on a fait Mademoiselle de Jonquière, un texte de Diderot de dingue avec Édouard Baird, Cécile de France. C'est toi qui choisis le réalisateur? Ah non, moi là je suis coproducteur dans cette boîte-là, donc je finance des films avec des gens qui font ces films-là et je les aide. Et puis par ailleurs, j'ai une deuxième boîte qui s'appelle Super 8 où là on développe des films qui nous tiennent à cœur, où là on les produit, on les lance, on les tourne, on tournera, tout ça est au futur parce que les premiers films seront tournés en 2019. Qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma? Bah, ça donne du sens, tu vois, quand tu fais un film et qu'on va faire un film sur la jungle de Calais ou sur les événements au Rwanda ou sur le phénomène de l'e-sport en France, tu racontes des trucs, tu essaies de changer un peu le monde. Et tu as un rêve par rapport au cinéma dans 5-10 ans qui viennent, un truc qui serait fou à réaliser pour toi? Pas à produire du coup? Bah, je rêverais d'écrire un film, ça serait un rêve personnel. Donc, que tu l'écrives? Ouais, enfin que je parte d'une idée, qu'on arrive à écrire l'histoire ou le livre ou l'histoire après. Voilà. Qui serait sur quoi d'ailleurs? Bah, j'ai plein de sujets, pour l'instant j'ai pas choisi. Puis je crois que je suis pas capable, mais enfin bon, voilà, tout ça, ça va mûrir, on verra bien si un jour je m'y lance. Voilà, donc moi j'ai 4 métiers, hein, investisseur, des vélos, des lunettes et du cinéma. Et comme je travaille à mi-temps, quand je travaille, c'est beaucoup de travail. La semaine où je travaille. Quand tu dis que tu travailles à mi-temps, c'est-à-dire une semaine sur deux? Normalement, moi je travaille qu'une semaine sur deux. C'est aussi un quatrième ingrédient du bonheur, c'est que quand tu as une semaine sur deux où tu peux faire ce que tu as envie, c'est un une belle chance que tu as dans la vie dont il ne faut pas la laisser passer. Parce que par ailleurs j'ai des enfants, parce que par ailleurs j'ai une vie, donc il faut bien que je m'en occupe aussi. Il ne faut pas que travailler. Donc ça fait depuis quand d'ailleurs que tu as trouvé ce rythme-là? Depuis que j'ai vendu Mythique. Ça fait 10 ans maintenant. Alors bon, 10 ans j'ai tâtonné, hein, j'étais que investisseur, après j'ai dit bon il faut que je crée des boîtes, donc il m'a fallu 10 ans pour construire une espèce de truc qui tient à peu près debout, qui me rend très heureux. Et il y a plusieurs choses là que je trouve super passionnant dans cette idée. Comment on passe d'une vie où on travaille 18 heures par jour sans vacances, comment on peut s'y prendre pour arriver à faire cette transition entre une vie à 18 heures par jour sans vacances pendant 10 ans à une vie où tu arrives à créer je vais te donner un secret. Quand on vieillit, on reste jeune. Tu me l'expliques? Quand tu vieillis, tu te dis je vieillis, mais en vérité ta tête elle reste pareille. Donc ton corps vieillit, tout ça vieillit, mais toi ton enthousiasme c'est le même. Ne pas négliger sa famille, pas négliger ses amours, pas négliger son corps, on peut le faire dès qu'on a 20 ans. Il faut juste le mettre dans le crâne en disant mon corps si je m'en occupe, ma famille, mes enfants, mes amours, ça va durer toute ma vie. Donc ça, je ne peux pas le négliger, jamais, même si je bosse comme un dingue. Moi quand je bossais chez e-France, je travaillais comme un taré, je n'en mets jamais. Mais tous les soirs je dînais avec mes gosses, tous les soirs je les couchais, tous les matins je leur faisais le petit déjeuner. Après que je travaille 20 heures derrière, c'était pas leur problème. Mais moi, ils ont vu leur père comme si j'étais un fonctionnaire. Bon, pourquoi? Parce que moi, le mien, je l'avais jamais vu. Donc, du coup, c'est facile. Bon, ça, on peut se le mettre dans le crâne dès le début. Et le sport, t'arrivais à en faire déjà? J'ai arrêté le sport pendant 25 ans. J'ai arrêté de bouquiner alors que c'était ma passion. J'ai fait plein de sacrifices pour mon travail. À un moment donné, on ne peut pas tout monter de front. Mais le truc, c'est que le jour où on est arrivé professionnellement dans un état où on pourrait reprendre ce qu'on a abandonné. Moi, j'ai bossé comme un dingue, je me mets dans la tête d'un, je sais pas quoi, ça peut être un salarié d'ailleurs, ou un entrepreneur, il a bossé comme un dingue, il arrive à un moment où ça y est, ça marche. Et là, il a deux options. Soit il dit, je pars, je vais encore plus loin, et je rebosse encore, comme j'ai fait là, en sacrifiant tout, mais pour aller plus haut. Cas numéro 1, il va mourir le plus riche du cimetière. Soit il dit, voilà, moi j'ai arrivé à un niveau où mes rêves sont là, j'ai pas besoin de plus. Par contre, maintenant, je néglige plus ma famille, mes amours, mon corps, ma tête et ma culture.
Et dans ce cas-là, il se met dans un état où il a ce qu'il a, mais il renéglige rien. Donc tu as deux, mais c'est très personnel. Hein. J'imagine que tu connais des amis ou des connaissances entrepreneurs qui, 60 ans, sont toujours en train de 18 heures par jour. Toujours, c'est leur vie. Ils seront les plus riches du cimetière. Et quand tu leur dis, ils t'écoutent pas du tout ou ça? Ah, ils m'écoutent pas, mais après, je m'aperçois qu'ils ont un peu écouté. Je dis, tiens, un peu plus de sport. J'ai l'impression qu'il est en vacances. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas l'heure des vacances, il est en vacances. Je trouve ça formidable. Parce que franchement, qui va bosser toute sa vie juste pour être le plus riche du cimetière, sans profiter de rien? Est-ce que tu pourrais nous parler d'un des moments, tu en as parlé plusieurs, mais du coup, un des échecs les plus difficiles pour toi, et qu'est-ce que tu te disais justement pour être résilient en fait? Alors, franchement, les plus difficiles humainement, c'est quand tu es obligé d'annoncer à des gens avec qui tu as bossé qu'il faut qu'ils partent. Des gens qui… Voilà, tu as une équipe et puis ça marche pas, la boîte marche pas. Tu parles des gens où tu es content de ce qu'ils font, mais c'est que tu n'as plus assez d'argent. Tu peux pas. Ça, c'est terrible. Franchement, c'est même tellement terrible que dès que tu as les moyens de payer quelqu'un qui le fait, c'est très lâche, mais parce que créer un truc avec une équipe, se donner, machin, se passionner pour un sujet, puis ça marche pas, et tu es obligé de leur dire, les gars, je suis désolé, mais il faut y aller parce que ça marche pas, c'est horrible. Que ce soit 1, 2, 3, 10, 50, hein, c'est la même douleur, hein, c'est horrible. Donc ça c'est des échecs très durs. Et puis échouer dans un projet qui te tient à cœur, c'est super dur. Moi je me souviens d'avoir voulu financer des dameuses de piste françaises, des machines de 10 tonnes avec des moteurs diesel de 600 chevaux. Bon, parce que j'avais cette idée, ce projet. Et quand on a racheté une usine, enfin reloué une usine abandonnée, qu'on a retapé, rééclairé, réindustrialisé, et allumé un matin, et bouf, l'usine s'est allumée et les ouvriers ont commencé à fabriquer. J'ai trouvé ça extraordinaire, d'arriver dans ce pays à rallumer une usine. Il a fallu que je l'éteigne 3 ans plus tard. Mais ça a été un échec terrible. Mais bon, encore une fois… Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? C'était que les gens… c'est d'avoir rêvé d'avoir allumé une usine et d'être obligé de l'éteindre. Bon, je m'en fous, enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais bon, voilà, c'est mon métier, j'en gagne, j'en perds. Bon, voilà, ça m'a pas touché. C'est même pas d'avoir été vexé de ne pas y être arrivé, parce que, bon, ok, j'aurais préféré défoncer les Autrichiens et les Allemands, mais je suis pas arrivé, bon, ok. Mais d'avoir eu le rêve d'allumer une usine et d'avoir eu le cauchemar de l'éteindre, c'est dur, quoi. C'est dur pour les gars qui bossaient là, parce que c'est dur, quoi. Échouer, c'est super dur. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais quand on est en train d'échouer pour… D'être résilient. Alors, comment on fait? Il faut essayer de détacher le perso du business, quoi, en disant, bon alors attends, est-ce que c'était vraiment une merde d'avoir échoué ou est-ce que vraiment tu as fait tout ce que tu as pu? Chaque fois que j'ai échoué, on peut vous dire des tas de trucs sur moi, hein, que j'ai merdé plein de trucs, que plein de fois où j'ai échoué, et c'est vrai, et j'en ai raté des tonnes. Mais il y a un truc que personne ne vous dira jamais, c'est que je ne suis pas allé au bout de tout ce que j'ai pu. Voilà, et puis parfois, j'y suis pas arrivé. Si vous êtes sûr que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, l'échec, vous le vivez plutôt mieux. Si vous dites, oh putain, que j'ai foutu, j'ai pas essayé, ça j'ai pas osé, ça j'ai pas machin, vous en prenez une partie perso, parce que l'échec professionnel déteint sur votre intimité. Ouais. Donc il faut vraiment que ce soit coupé. Pour que ce soit coupé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Après, ça n'a pas marché, c'est pas marché. Mais il y a plus de choses dans la vie qui ne marchent pas que de choses qui marchent. Dans un jour comme ça où tu te lèves et tu te sens, tu as un peu envie d'abandonner, tu te disais quoi? C'est quoi tu te disais dans ta tête? Pour faire quoi? J'étais un programmeur de merde, j'avais pas un rond, j'avais pas de maison. À quel moment j'avais le luxe de dire je vais abandonner pour faire quoi? Donc je ne pouvais pas abandonner, je n'avais pas le choix. J'étais sur un toboggan, j'avais pas le choix que de descendre. Le mec qui peut abandonner, c'est qu'il a une sortie de secours, un escalier qui le ramène quelque part. Quand tu es sur un toboggan, tu n'as pas le choix, tu descends. Hein, tu parles quand tu avais les dettes de Mythic Tout, Price. mais tout. Depuis le jour où je suis parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le choix. Ça t'arrivait pas de te dire je vais redevenir salarié? Mais non, parce que je savais que j'étais un mauvais salarié. Je savais que je pouvais pas… J'étais un mauvais salarié, moi, j'écoute rien. Quand on me dit d'aller à droite, j'ai la tête ailleurs. On me demande de mettre des chiffres, je me plante. Tu vois, salarié de quoi? Si, j'aurais pu être à l'accueil où je portais des caisses. Ça, oui, je l'ai fait. Pendant 6 mois, j'ai fait ça. J'ai dit, ça, j'étais même un bûcheron, j'étais nul. J'étais pas assez musclé et je m'écroulais sous les arbres. Donc, j'avais pas le choix. Donc, voilà, je continue. C'est bien de pas avoir le choix. C'est dur, mais c'est bien. À l'école, je crois que tu as redoublé, c'est ça? Je ne les ai pas du tout adaptés à l'école. Et du coup, les profs, ils te disaient quoi? Est-ce qu'ils te disaient, tu vas pas y arriver? J'en sais rien parce que je leur ai jamais parlé et c'est réciproque, sauf un
qui m'a donné qui a été la plus belle chance de ma vie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le seul qui m'a... Bon, il faut que je remette dans le contexte. Moi, quand j'avais 15 ans, il n'y avait qu'un seul truc qui m'intéressait, c'était la poésie. Me demande pas, c'était comme ça. Donc je lisais toute la poésie qui existait. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce truc-là. Bon, bref. Mais quelque part, tu le reviens dans le cinéma, cette forme d'art qui te plaît. Oui, maintenant je m'en resserre beaucoup. Mais à l'époque, mon père était mathématicien, ma sœur était financière, mon frère était ingénieur, et mon père il disait lui c'est un poète. Et un jour, il y a un prof qui m'a convoqué parce que j'avais déconné en classe et qui m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit bah, je lis la poésie. Il m'a dit ah bon? Et on a parlé de poésie pendant 4 heures et c'est devenu. Ce mec-là m'a donné la passion de la littérature. Bon, ça je l'avais un peu avant et merci parce qu'il m'a. Mais surtout, il m'a montré que quand un prof est bon et qu'il écoute la singularité d'un élève, même si elle est complètement en dehors des clous, alors il lui donne une valeur et là le gamin il se met sur les rails. Parce que si à un gamin tu lui expliques qu'il est nul en tout et que son truc c'est le hip-hop ou graffer un machin ou jouer sur un jeu vidéo et que tu considères que ça c'est de la merde parce que ça rentre pas dans les cases de l'éducation nationale, ce que tu expliques à un gamin c'est que c'est une merde. Mais si tu dis putain c'est génial, hein, tu joues à tel jeu, t'es dingue de ce truc là, mais vas-y explique-moi. Le gamin, même si c'est pas éduqué, tu le remets dans un truc où il y a un référent qui lui donne une valeur. Et ça lui donne une énorme confiance en lui. Et du coup il se dit ah bah c'est génial parce que j'ai réussi à être considéré dans ce truc-là. Mais maintenant, si j'apprends mon histoire et ma géo, on va peut-être m'aimer pour ça, et en fait, tu vas le remettre sur les rails. Sauf que l'éducation nationale, c'est pas son boulot de faire ça. Mais de temps en temps, il y a un génie, un prof. Il le sait? Bah, je l'ai remercié dans mon livre, je le remercie à chaque fois que je peux. Évidemment, j'ai oublié son nom, mais c'est au lycée Carnot à Chalon-sur-Marne. Et j'espère qu'il se retrouvera. Et il était ambassadeur, je crois, au Laos, donc il se retrouvera encore plus. Un ancien ambassadeur du Laos. Il était chauve, donc monsieur, si vous regardez ça, mettez un commentaire. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir donné cette impulsion qui m'a probablement beaucoup aidé. Donc là, tu as vu dans les yeux d'un adulte, à ce moment-là, j'ai de la valeur en fait. Ouais. Parce que j'étais au même niveau que lui sur la poésie, donc ça y est, j'étais un truc. Moi j'étais dernier de toutes les matières, de toutes les classes, de tous les lycées, sauf en sport. Et à quel moment tu as su je vais entreprendre? Ah ben écoute, je pensais à ça la dernière fois. J'arrive pas à retrouver? Non, mais je me rappelle au lycée, quand j'avais dû redoubler déjà 2 fois, donc je devais être en première. Et je sais plus, on était avec des potes, on devait organiser un truc. Et il y a un pote qui était venu me voir, il m'a dit c'est toi qui dois organiser le truc. Et je lui ai dit pourquoi c'est moi qui organise le truc? Il m'a dit parce que toi c'est ton truc d'entraîner les gens. Il m'avait dit ça, j'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça, mais il avait dû voir que j'étais grande gueule ou que les gens m'aimaient bien. Ou que, voilà. Donc c'est peut-être ce jour-là que je me suis dit ah ouais, peut-être que mon truc c'est d'entraîner des gens. Est-ce que tu penses que c'est ça un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entraîne les gens? Oui. Bah, il entraîne tout le monde. Déjà il entraîne son associé, il entraîne ses associés, il entraîne ses clients, t'entraînes pas tout le monde, tu fais quoi? L'entrepreneur, c'est être suivi par les autres. C'est au sens, c'est pas péjoratif. Il faut qu'il les emporte, quoi. Mon produit est génial, faites le produit génial avec moi, donnez-moi le pognon pour faire le produit génial, prêtez-moi l'argent pour faire. C'est quoi? C'est que ça, c'est du storytelling. C'est venez, on va faire un truc. Moi, je donne ma vision et mon enthousiasme. Je crois que si on arrive à faire un putain de vélo qui est tellement dingue que tu te donnes plus envie de l'acheter qu'une bagnole, on va en vendre plein. Voilà. C'est ce que tu racontes en permanence. C'est ce que je dis. Mais j'y crois. Et sauf que je mets dans ce vélo ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Les équipes, elles peuvent venir, t'es gentil, tu sais quoi, moi, vélo, je préfère ma bagnole. Bon, ben voilà. Mais je leur dis, non, les gars, réfléchissez 2 secondes, les bagnoles, les machins, les PV, le prix, l'essence, tout ça, tu vois bien que c'est chiant au bout d'un moment. Donc tu vois bien que, ah ouais, t'as raison, peut-être que si, tu vois. C'est une vision. Il faut virer les bagnoles des villes. Et un enthousiasme, c'est les gars, c'est super galère à faire. Ça va être une fortune, c'est un truc de dingue. Mais on peut le faire. Si on le fait, ça change le monde. Ouais. Et le but, c'est que derrière, on essaie d'améliorer un peu le monde. C'est qu'il faut qu'on accepte de parler des échecs. Moi, mon bouquin, c'est que mes échecs. Mais c'est pas mes échecs, c'est la réalité. Je suis pas en train de dire, voilà, je vais me forcer le trait. C'est la réalité. Je me suis planté, j'ai fait n'importe quoi, c'était n'importe quoi, c'est une catastrophe. Et c'est une vraie histoire, à la fin. Bah, si je te la raconte en disant, j'ai monté 3 boîtes de dingue dans ma vie, et voilà, c'était... Bon, ok. Qu'est-ce que je raconte? Bah, c'est tous les échecs qui m'ont mené à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les succès. Les succès, il y en a des bien plus gros, il y en a des bien plus petits. Ce qui est intéressant, c'est comment, en échouant tout le temps, finalement, si tu as la résilience et si tu as de la chance, comment tu construis un succès? C'est quoi qui doit intéresser un jeune? C'est pas lui dire, si tu as une idée de dingue, beaucoup d'argent, et que ça marche, tu seras riche. Ouais. Bah super, il a appris quoi le gosse?
Si tu lui dis, attends, mon gars, c'est pas du tout ça. Si tu vas merder là, tu vas merder là, tu vas... Mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer. Et à chaque échec, tu vas progresser. Et à la fin, tu seras super bon. Parce que tu auras fait tellement de conneries que tu n'auras plus à faire. Là, c'est une vraie histoire. Donc, il faut accepter l'échec. Il y a une question qui me fascine, il y a une notion que j'avais lue, c'était peut-être un biographe sur Steve Jobs, il parlait de la distorsion de la réalité, que les entrepreneurs, ils distordaient la réalité de leur présent. Comment tu fais la frontière entre j'ose réinventer le monde et je suis un peu fou, et la frontière où tu deviens vraiment fou et tu n'as plus les pieds sur terre? Comment on fait? Tu te méfies de ton ego. Il faut se méfier de son ego, parce que c'est l'ego qui fausse la réalité. C'est que tu penses que tu as tellement raison que tu vois même plus la réalité. Tu vois, et à un moment donné, tu es tellement convaincu que tu as raison que ta dameuse, elle démarre pas dans la neige, mais toi, tu penses que c'est parce que c'est qu'on n'a pas encore tout imaginé, que si c'est pas de ma faute, tu vois, et à la fin, tu t'aperçois pas que ta dameuse, elle peut pas marcher, quoi. Parce que ton ego tord la réalité. C'est que tu penses que tes rêves sont plus réels que la réalité. Donc, il faut se méfier de l'ego. À un moment donné, c'est vrai que tu en as besoin parce que c'est un moteur de dingue, mais ça peut aussi devenir un truc très difficile à gérer, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire « Ah, attention, là je suis dans mon ego ». De t'en rendre compte? Bah, pas assez. Mais est-ce que, en tout cas, plus qu'il y a 20 ans déjà? Ah oui, plus qu'à 20 ans, ouais. Alors comment tu sais en fait? Comment tu es capable de te dire attention là, ça sent mon ego là? Ah, je le sens. Je me dis, oh putain, tu déconnes, tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu es en train de te raconter une histoire. Tu sais très bien que ta dameuse, elle a pas démarré parce que ton moteur, il marche pas, quoi. Tu vois, donc il y a, ouais, ok, mais c'est pas simple. Parce que je dois avoir un gros ego. Parce que peut-être que la résilience, elle a besoin de s'appuyer sur un gros ego pour tenir debout, mais c'est pas si facile que ça. Mais il y a plein d'entrepreneurs que j'ai vus qui se sont assis très vite sur leur ego, qui sont partis là, ça n'a pas marché, ils ont dit ok, tu sais quoi, moi, on s'est trompé, ils sont revenus me voir, on s'est complètement planté, ça ne marche pas. L'idée qu'on a eue n'a pas marché, mais on en a eu une autre, on va partir par là. Et c'est super, tu vois, parce que si leur ego aurait dû me dire non, mais on va y arriver, on continue par là-bas, et parfois ils font demi-tour et c'est pas mal. D'ailleurs, tu as dit un truc que j'adore cette idée d'aller au bout des choses pour qu'au moins quand tu as l'échec, tu sais que tu as tout donné. Comment tu fais la différence entre je m'obstine dans un truc et entre guillemets, je suis en train de m'obstiner pour rien? Parce qu'il faut avoir le truc, il faut être sûr que l'île sur laquelle tu voulais envoyer ce putain de bateau que tu construis, elle est toujours là. Et que c'est plus le mirage de l'île. Parce que si tu dis, je sais pas moi, je vais lancer un appareil de dingue parce qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est l'île. Tu dis, voilà, il y a un besoin, et c'est ça qu'on vise. Et tu construis ton truc pour combler ce besoin, sauf que plus tu avances dans le temps, plus le besoin soit disparaît, soit est pris par un autre qui a fait le produit, tu vois. Et donc à la fin, ton but, il a disparu. T'es pas arrivé à temps, t'es pas avec le bon produit, t'es pas avec le bon prix, mais l'île a disparu. Et tu continues. Tu continues parce que tu as fait tout le chemin et tu dis, ah, j'ai pas fait tout ça pour arrêter, mais tu avances vers un truc qui n'existe plus. Donc là, si tu n'es pas capable de dire, je me suis planté, j'ai été trop lent, j'ai pas été assez bon, j'ai pas eu de chance, tu mets ce que tu veux. Mais l'île, en vérité, je sais qu'elle n'est plus là, il vaut mieux arrêter les frais, bah, tu continues pour rien. Donc il faut pressentir ce truc-là. Sinon, tu t'embourbes et tu vas jusqu'au bout. Et tu rates l'île. C'est ce que j'ai fait avec mes dameuses. Et je pensais que. C'était combien de temps les dameuses? Bon, je sais pas, il y a 5-6 ans, mais tu vois, j'ai continué, j'aurais jamais dû, quoi. Je me suis dit, voilà, les Français n'achèteront jamais des dameuses françaises. Parce que c'était ça mon île. Il y a des stations françaises de partout, si tu leur fais une dameuse française, ils vont l'acheter. Rien à foutre d'acheter une dameuse française, les stations de ski. Ils vont acheter une dameuse pas chère, pas une dameuse française. Et moi, je me disais, mais les mecs, ils sont quand même un truc pas stéréotype, ils vont quand même nous aider. Il y a une seconde. Comment imaginons qu'on est dans le même contexte, et je me dis, tiens, mon produit, c'est génial, les Français ils vont l'acheter. Ben, j'ai même qu'avec mes lunettes. Mais qu'est-ce que je. Comment. Je fais des lunettes françaises, 3 fois moins chères, faites à la main, dans le Jura, truc de dingue, 3 fois moins chères que des lunettes chinoises vendues chez les opticiens traditionnels. 3 fois moins chères. Je me dis, les Français, c'est les mêmes lunettes, elles sont super jolies, c'est une marque branchée, ils les payent 3 fois moins cher et ils n'ont rien à foutre, ils vont acheter des lunettes chinoises. Pourquoi cette fois? Ouais, parce qu'il ne faut pas compter sur le patriotisme des gens pour faire du business, c'est tout. Dans des dameuses ou dans des lunettes. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est pas quelque chose qui aujourd'hui a suffisamment de valeur pour un Français moyen. Eh ben non. Donc moi, l'île qui est, les Français vont être contents d'acheter des lunettes françaises, ça n'existe pas. Donc c'est comment la nouvelle île alors? Eh ben je me dis, ils vont être contents d'acheter des lunettes 3 fois moins chères. Mais ils en ont rien à foutre, ils sont remboursés par les mutuelles. Alors tu fais comment du coup? Eh ben j'attends qu'ils soient obligés de payer leurs lunettes.
Mais là, ça va arriver? Bah, au 1er janvier, tu vas commencer à plafonner des lunettes à 100 €. Après, tu peux en avoir qu'une paire tous les 2 ans. Donc la deuxième paire que tu vas acheter, tu vas devoir la payer de ta poche. Puis en 2020, tu vas avoir des lunettes à 30 €. Mais ça m'a pris 7 ans à me battre contre les forteresses qu'on avait mis devant moi. Mais l'île, elle existe toujours. Le jour où les Français paieront leurs lunettes, ils seront contents de ne pas les payer cher. Et peut-être qu'ils seront encore plus contents si elles sont faites en France. Ça, et ça sera un bonus. Pas s'emballer, quoi. Donc quand tu as un mec qui te dit j'ai acheté des lunettes chez le Tartampion, l'opticien du coin, faites en Chine à 4,50 € et que le mec il te la vend 300 €, ils sont contents avec ça. Qu'est-ce que je te dise? Moi je dis bah, c'est terrible, mais ils ont raison, c'est les clients. Je dis rien. Mais je pense qu'un jour j'aurai raison. Peut-être je serai mort, hein. Mais l'île elle est toujours là-bas. Sinon je m'obstinerai pas. Il y a des gens, je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui m'écrivent en me disant ce qui me fait peur dans l'échec, c'est pas seulement l'échec lui-même, c'est le regard des autres. Ouais, mais il faut les emmerder les gens, parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est que ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien raté, quoi. Moi, je veux dire, je ne suis pas à revendiquer. On me dira, super les gars, moi je me suis planté. Mais tu dis, mais tu sais quoi, mais tais-toi, quoi. T'as fait quoi, toi, pour te planter? Bah, t'as rien fait, donc tu t'es pas planté. Bah, tout le monde se plante, quoi. Et juger quelqu'un qui se plante, c'est typiquement français. C'est ce que j'ai dit une fois, on ne supporte pas l'échec en France parce qu'on ne supporte pas la réussite. Ça va avec, hein. Je pense que si les Français acceptaient la réussite, ils commenceraient à accepter l'échec. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.